Bonjour et bienvenue sur Média TV, c'est l'heure de l'invité de Matin Info. Aujourd'hui, nous allons évoquer la situation épidémiologique du Royaume. Au lendemain du bilan bimensuel du ministère de la Santé, une tendance baissière de la troisième vague est observée. Alors, faut-il s'en réjouir ou au contraire prendre ces chiffres avec prudence? C'est ce que nous allons voir avec le docteur Saïd Moutawakil, président honoraire de la Société des sciences médicales, qui est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour, monsieur docteur Saïd Moutawakil. Bonjour, c'est Taleb et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, le bilan bimensuel du ministère de la Santé annonce une troisième vague qui est en phase descendante. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Exactement, c'est-à-dire depuis pratiquement une semaine maintenant, nous avons atteint le pic par le passé, il y a plus de 10 jours. Et actuellement, nous sommes dans une phase descendante, comme vous l'avez dit, dans la mesure où tous les indicateurs épidémiologiques actuellement sont en baisse. On a une baisse journalière des cas. Et puis, nous avons cet indice qui est très important, c'est l'indice de positivité des tests qui est passé de 26% à quelque chose de 16%, ça veut dire qu'on va, si on prend une centaine de sujets chez lesquels on va chercher par les techniques de PCR le virus, et on va trouver que sur 100 personnes, on aura 16 personnes qui seront positives, alors qu'elles étaient à 26%. Ceci étant, on sait que cette vague, elle est marquée par la prédominance dans plus de 95% des cas de l'Omicron. Et on sait aussi que l'Omicron connaît une dynamique assez particulière parce qu'il est responsable d'une vague qui a une phase ascendante très rapide, j'allais dire exponentielle, et après le pic, il va baisser aussi rapidement. Conjointement à ça, nous avons aussi une augmentation du nombre de morts chaque jour. Ce nombre oscille entre 30 à 40 par jour. Ceci est dû au décalage au niveau du temps entre l'apparition des symptômes, l'aggravation au bout d'une semaine, et puis quand ces malades seront hospitalisés en soins intensifs et en réanimation, ils vont séjourner à peu près 2 à 3 semaines avant de mourir. Et puis, nous avons aussi le cumul journalier des cas graves qui sont hospitalisés en réanimation entre 120 à 150 par jour. C'est ce qui va nous donner cette différence en matière de mortalité. Mais cette mortalité journalière qui nous paraît un petit peu élevée, elle va commencer à baisser à partir de la semaine prochaine. Donc, on est dans une phase de fin de la période de l'Omicron et on s'attend à ce que cette vague finisse vers la fin du mois de février. Très bien. D'ailleurs, à ce sujet, sur le variant Omicron, n'y a-t-il pas quelque part une contradiction ? On nous a longtemps dit que ce variant qu'il était beaucoup plus transmissible, mais qu'il était un peu moins mortel. Or là, on voit une augmentation des décès. Et le variant Omicron est toujours dominant à 98% sur les dernières contaminations. Exactement. Alors, en général, le variant Omicron, il est plus transmissible, moins virulent et moins grave. Et puis, on sait au Maroc que pendant cette phase, la mortalité due à l'Omicron en termes de pourcentage, elle est de 0,2%. Et si on compare cette phase par rapport à la vague du Delta, la mortalité, elle était de 1,3%. Donc, il y a une grande différence qui veut dire qu'il est moins virulent. Cependant, on sait que le variant Omicron va toucher la partie supérieure des voies aériennes et du poumon, et qu'il touche rarement le poumon profond. Et quand on touche le poumon profond, chez certains sujets, il y a des exceptions à cette règle, ils vont présenter des symptômes graves qui peuvent amener au décès. C'est comme ça qu'on explique ces décès. Alors, quelles sont ces personnes
qui sont susceptibles de faire ces formes graves, c'est essentiellement les non-vaccinés. Donc 83% des sujets des patients qui sont morts pendant cette vague-là, ils étaient non vaccinés dans plus de 83%, et puis porteurs aussi de ce qu'on appelle la comorbidité, c'est-à-dire qu'ils ont soit des facteurs de risque associés, comme l'âge supérieur à 65 ans, et puis les diabétiques et les hypertendus. Alors, globalement dans le monde, il y a des études qui ont été communiquées il y a 2 semaines par le CDC d'Atlanta, donc c'est un grand centre de surveillance des épidémies, et qui montrait que l'Omicron, il diminue de 53% les symptômes par rapport au Delta et par rapport à l'Alpha, qu'il diminue l'hospitalisation en réanimation de 71% et qu'il diminue la mortalité de 91%. Donc, c'est rassurant, mais dans des cas particuliers que j'ai cités auparavant, il peut être grave. Très bien, donc le variant Omicron reste dominant, mais il reste toujours moins mortel que le variant Delta qu'on a connu, par exemple. Docteur, quelles sont les perspectives d'évolution dans les mois à venir? Alors, maintenant, comme variant dominant dans le monde, c'est l'Omicron. Et l'Omicron, avec aussi des sous-variants, le BA2, qui est actuellement au Danemark, qui est dans d'autres pays, dans plus de 40 pays, et puis il y a le BA1.3, mais c'est surtout le BA2 et l'Omicron original. Donc, il n'y a pas d'autres variants pour l'instant qui sont menaçants, et tout le monde s'accorde à dire que le nombre de mutations qu'a connu l'Omicron, plus d'une soixantaine, et plus d'une trentaine au niveau de cette protéine S, qui est la protéine clé avec laquelle le virus va s'allier à des récepteurs qu'on appelle les récepteurs ACE2 et qui va rentrer dans les cellules. Donc, plus un virus va connaître des variants, plus il va connaître des mutations, donc il va perdre une faculté de virulence et il va perdre un petit peu de sa méchanceté, si Absolument. on peut dire. Et il perd aussi, excusez-moi de vous couper docteur, il perd aussi un peu de son mystère. Plus on le connaît et plus on va pouvoir l'appréhender et plus on sera peut-être prêt, plus disponible pour le soigner. Alors, je crois que la dynamique de ce virus depuis son apparition, on est en train de vivre en direct et de suivre sa dynamique. Et on sait que depuis son apparition, si on prend en termes de mortalité, dans certaines populations, notamment les populations caucasiennes, c'est-à-dire les habitants de l'Asie mineure, l'Europe et l'Amérique du Nord, cette mortalité, à un certain moment, était de 5%. Et puis, au fil du temps, on a vu que cette mortalité, elle diminue au niveau mondial et elle est passée jusqu'à 2, jusqu'à 1,5, 1,3 et maintenant elle avoisine globalement 1%. C'est les données de surveillance qui sont publiées chaque jour au niveau de ce site de Johns Hopkins University qui surveille la Covid. Donc il y a une dynamique du virus qu'on connaît avec cette tendance de la mortalité qui baisse au niveau mondial, mais aussi il y a ces surprises qui nous réservent à chaque fois, c'est l'apparition de nouvelles vagues et de variants, et c'est ça ce qui nous permet un petit peu de voir que quand on a beaucoup de mutations au niveau des variants, c'est que probablement c'est une aubaine, peut-être c'est une manière pour le virus de perdre un petit peu, si on peut dire, ses dents, qu'il perd son caractère féroce, virulent et mortel. Absolument. Et justement, à ce sujet, est-ce que peut-être un mot sur l'avertissement de l'OMS communiqué hier, qui rappelle que c'est un peu trop tôt pour affirmer que la pandémie est en perte de vitesse?
Alors, ce constat que j'ai décrit, c'est le constat le plus optimiste. Mhm. Mais on doit rester sur nos gardes dans la mesure où on peut voir aussi des variants qui peuvent naître. Donc, il y a une prudence dans la mesure aussi où les moyens qui sont entre les mains pour lutter contre ce virus, ils se sont beaucoup développés. On sait que les mesures barrières sont efficaces, mais il y a un problème, c'est l'adhésion des populations vis-à-vis de ces mesures barrières, notamment le masque. Le masque, les gens, ils ont du mal à le porter, même si il est efficace dans une certaine proportion. Il y a la vaccination, les vaccins ont permis de réduire aussi cette virulence. Il n'a pas fait disparaître le virus, mais ils ont permis de réduire et les formes graves et la mortalité. Mais ces vaccins aussi connaissent des défis dans la mesure où les variants peuvent avoir ce qu'on appelle un phénomène d'échappement vaccinal, c'est-à-dire qu'ils seront moins efficaces sur certains variants comme l'Omicron, mais on sait aussi que depuis quelque temps que la troisième dose restaure de manière assez importante cette immunité conférée par les vaccins. Il y a une autre question qui reste non... on n'a pas de réponse pour l'instant. Quelle serait la durée de cette immunité? Et puis, il y a aussi l'espoir avec les nouveaux médicaments antiviraux et les anticorps monoclonaux qu'on pourrait grandement réduire et contrôler cette pandémie. Et c'est pour ça qu'il y a des avancées dans les pays développés, dans des pays aussi qui ont pris la lutte contre la pandémie comme une priorité, l'exemple marocain, mais la plupart des pays ne disposent pas de ces médicaments, ne disposent pas aussi de ces vaccins. C'est pour ça que la prudence doit être de mise. Il y a toujours un doute dans la réflexion au niveau de la gestion du risque sanitaire. Absolument. Et puis cette inégalité dans la distribution des vaccins, c'est justement ce que tente de combattre le dispositif mondial COVAX. Exactement. Alors, docteur, on rappelle simplement quelques chiffres pour qu'on ait une idée de cette tendance baissière qui est à la fois qui est sur deux tableaux. C'est-à-dire qu'on a l'actuelle vague qui a eu, on a recensé une baisse de 34% des contaminations au cours de la semaine dernière. Mais en même temps, durant la dernière quinzaine, le nombre de décès a enregistré une augmentation significative de 47,4%. Oui. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ces chiffres peuvent s'expliquer. La tendance baissière, elle se voit au niveau de l'évolution de cet indice de positivité des examens biologiques réalisés chaque jour. Il y a moins de pression aussi au niveau des structures dans l'ensemble du pays. Il y a aussi le R0, c'est-à-dire le taux de reproduction du virus. Il est en dessous de 1, il est de 0,83. Donc, c'est une bonne évolution. Alors, pourquoi la tendance des morts enregistrées de manière journalière augmente? C'est du fait du décalage. On sait que quand on va attraper la maladie, on ne va pas faire automatiquement et rapidement les symptômes graves. Donc, il va y avoir une semaine pour que les symptômes s'aggravent. Et quand les symptômes s'aggravent, on va rentrer en réanimation. Et la durée de séjour avant la mort en réanimation, il est en moyenne de 2 à 3 semaines. Ce qui fait que c'est ce décalage de 4 semaines entre la baisse des cas et la mortalité. C'est ce décalage dans le temps qui explique les choses. Et puis, on a un cumul des cas graves au fur et à mesure, parce qu'on enregistre actuellement 700 cas en réanimation
Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a une tendance à voir aussi que le taux de remplissage en réanimation est en train de baisser de manière significative. Il est passé de 4,5 à 3,3 à 13,3. Donc, il y a une tendance à la baisse et on a moins de tension sur les services de réanimation enregistrés dans les grandes villes. Donc ce sont des nuances très importantes à rappeler, docteur. Merci de l'avoir fait, puisque ça paraît contradictoire quand on voit ces chiffres un peu de loin. J'aimerais juste vous interroger au sujet du relâchement, peut-être, de certaines mesures barrières, de certains... on l'a vu au Maroc, ici, on a constaté un certain relâchement de la population, parfois, et on a surtout aussi vu dans des pays à l'étranger l'abandon total du port du masque obligatoire, par exemple, en France. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer ça. Il n'y a pas que le scientifique pur et dur et le médical aussi pur et dur qui peut expliquer. D'abord, les gens ont enregistré dans leur inconscient que c'est peut-être fini, alors que ce n'est pas encore fini. C'est d'une part. Deuxièmement, ils ont, depuis qu'on dit que c'est moins mortel, c'est moins féroce, c'est moins ceci, et puis si on compare au niveau de l'Europe, le taux de vaccination moyen, il reste dans les pays occidentaux assez important, qui avoisine dans les 83%. Donc, les gens se relâchent. Il y a aussi d'autres phénomènes sociaux qui sont très intéressants. Et il y a la lassitude aussi. Ça fait 2 ans que les gens ils sont masqués, qu'ils sont obligés de porter des masques, de se laver les mains, de faire attention à la distanciation. Et tout ça, ça perturbe la vie sociale des gens. Et puis, ça perturbe aussi toutes les activités économiques et puis le psychologique. C'est très important. Il y a des explications aussi sur le plan social, c'est qu'on n'a pas, dans nos relations sociales habituelles, on a envie de voir l'expression du visage. Quand on communique avec la parole, on communique avec les émotions. Les émotions vont s'exprimer au niveau du visage. Moi, je suis en train de vous expliquer, je bouge mes mains. Donc, il y a tout ça qui fait que le masque, le voile... Absolument, le masque peut paraître impopulaire pour ce genre de raisons. Voilà. Et puis, en matière pour les étudiants et pour les élèves en apprentissage, si on veut maîtriser le langage, donc on va remarquer comment le maître s'exprime, comment il va faire sortir ses phonèmes, ses lettres. Donc on va suivre le mouvement de ses lèvres, de la bouche, de l'expression du visage. Tout ça, ça rentre ça compte beaucoup, bien sûr. Dans la communication, Absolument. dans la communication sociale. Absolument. Donc, c'est des phénomènes qui sont très importants. Et on va les surveiller jusqu'à ce que la pandémie, on l'espère, nous quittera. Merci beaucoup, en tout cas, docteur, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes président honoraire de la Société des sciences médicales. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la suite de vos programmes sur Média TV.